Bonjour et bienvenue dans Hell's Talk, ou les discussions de l'enfer en français. Je m'appelle Anna, je suis apprentie comédienne, jeune scénariste et réalisatrice de 23 ans. J'effectue de nombreuses activités parmi lesquelles coach en nutrition dans une entreprise de marketing de réseau, intérimaire, bénévole dans une association LGBT, modèle photo et auteur d'un blog. Je reviens de 15 mois de voyage seule en Amérique latine et l'idée de ce podcast est née grâce à la diversité des profils que j'ai rencontrés depuis mon retour. J'y discute avec des personnes qui sont, à un moment donné de leur vie, sorties de leur zone de confort. On y aborde plein de sujets tels que l'interculturalité, le voyage, le féminisme, l'éducation, les relations amoureuses et amicales, l'engagement associatif et beaucoup d'autres. Dans ce podcast, on rit, on redevient sérieux, on pleure, on digresse, cela part dans tous les sens, un peu comme dans la vie. C'était la meuf à poil. Des personnes différentes parce que je m'intéresse à des gens différents. Continuer à être heureuse chaque jour comme je suis. Pourquoi jouer un rôle sur scène alors que j'en ai un à jouer dans ma vie? Pour ce deuxième épisode, je discute avec ma maman. On parle éducation, reconversion professionnelle et philosophie de vie. J'espère que cet épisode va vous plaire. C'est un épisode très émouvant pour moi parce que j'y ai appris plein de choses sur l'éducation que ma mère nous a donnée. En tout cas, je suis très fière d'elle et bonne écoute. Aujourd'hui, c'est une interview. Enfin, pas une interview, une discussion un peu particulière parce que je vais parler avec ma maman. Bonjour. Alors bon, je le redis, s'il y a des choses qu'on dit que tu voulais pas dire ou qui te dérangent, t'as un droit de regard sur l'émission, je coupe, y a pas de souci. Voilà. Alors, donc, mon petit rituel, c'est que j'offre un cadeau à toutes les personnes qui participent à mon podcast. Bon, j'avoue qu'on a un peu fait ça au dernier moment. Enfin, on avait parlé de faire ce podcast, mais on l'enregistre parce que là, on avait le temps. Donc, on est à la maison. Pour expliquer, ma mère est allongée dans son lit parce qu'on est à l'heure de la sieste. Voilà. Bon, du coup, j'ai choisi un livre parce que nous partageons ça, que nous lisons beaucoup de livres. Du coup, j'avais trouvé ça dans un petit truc voilà, pas cher. Et du coup, c'est un truc d'enquête. Je pense que ça peut te plaire. Toi qui es une grande littéraire, tu me diras. Merci. Voilà. Celle qui en savait trop. D'accord. Ouais. J'aime bien lire, mais même si maintenant, j'ai beaucoup moins de facilité à finir les livres. Ah oui, parce que tu t'en vois trop. Enfin, Ouais. C'est-à-dire, pendant longtemps, j'ai beaucoup lu et j'ai l'impression maintenant quand je lis un livre que je sais déjà la fin et ça m'arrive dans 3/4 des cas. Ok. Du coup, tu me disais avant qu'on commence, quand je t'ai parlé de venir dans ce podcast, que tu pensais n'avoir pas grand-chose à dire. Parce que j'ai pas une vie extraordinaire. J'ai vraiment rien fait de passionnant. Si j'ai tout fait avec passion jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Mais je suis vraiment une personne lambda, donc je vois pas trop l'intérêt. À part que j'ai des enfants formidables. Ah, ça fait plaisir de l'entendre. Parce que toi et papa, vous nous dites souvent que vous êtes des parents formidables. Ouais. Et surtout papa a tendance à vouloir qu'on lui dise. Donc, ça fait plaisir quand il y a un petit retour. C'est toujours dit avec beaucoup de distance et d'ironie. Hein. On Ah se oui, bien moque sûr. d'autodérision. On sait très bien on sait très bien qu'on n'est pas parfait. Ça aurait été trop beau, mais Personne n'est parfait. c'est ennuyeux. La perfection est ennuyeuse de toute façon. Ce qui fait le charme des gens, c'est les petits défauts. Écoute, si tu le dis. Ok, du coup, bon, je savais déjà les thèmes que je voulais un peu aborder. Donc, on a la chance que mon frère, donc ton fils, vient d'être papa. Et du coup, tu viens d'être grand-mère. Et voilà, donc je voulais parler de ça. Qu'est-ce que ça te fait? Toi, en plus, t'es déjà allé le voir, le petit Louis. Moi, je l'ai pas encore vu. Et du coup, c'est ton premier petit enfant. Donc, qu'est-ce que ça t'a fait, tout ça?
Bah, ça m'a forcément, alors c'est ça aussi encore très banal, ça m'a forcément beaucoup touchée parce que ça ravive tous les souvenirs des enfants. Bon, comme je disais tout à l'heure, moi, ce qui a été primordial dans ma vie, c'est quand même ma vie privée. J'ai toujours mis en avant ma vie privée plutôt que ma vie professionnelle. On pourrait penser que j'ai fait des sacrifices de ce côté-là, mais pour moi, c'était pas des sacrifices puisque c'était un choix de vie. Et donc là, quand ce petit arrive, puisque j'ai eu 3 enfants qui ont été voulus, puisque ce sont 3 enfants de l'amour, Ah, heu c'est beau. et donc le petit qui arrive, je crois que c'est encore plus fort. Alors c'est pas plus fort que la naissance d'un enfant parce que ça serait mentir, mais c'est très, très fort. J'ai dit ce matin à une amie qui venait nous offrir un cadeau que c'est de l'or en barre. C'est vraiment un sentiment très, très fort. Parce que là, maintenant, évidemment, le temps de la jeunesse pour moi est derrière. Donc je Oh, t'es sens pas que vieille non plus, hein. oui, oui, mais je suis pas vieille, mais je sens que le temps, j'ai plus le même rapport au temps. Le temps est compté, donc je pense que chaque moment que je vais passer avec cet enfant, il va être très précieux. C'est un temps Ok. Mais précieux. plus qu'avec tes enfants, du coup? Enfin, pas plus précieux, mais dans le sens, ta notion du temps a changé ou... Oui, la notion du temps a changé, c'est-à-dire que quand les enfants, j'ai mes enfants, je voulais les faire grandir, j'avais un projet de vie qui est très simple. J'ai toujours voulu les rendre respecter l'individualité de chacun de mes enfants et les rendre autonomes. Je crois que j'y suis arrivée parce que chaque enfant, les 3 sont très différents, avec Je des caractères confirme! des caractères bien trempés, des directions de vie. C'est pas facile parce que c'est un choix de vie et on n'avait pas mesuré la conséquence qui est souvent l'éloignement physique. Ça, je n'avais pas mesuré ce point-là quand j'ai éduqué mes enfants. Mais c'était vraiment avec ton papa, c'est ce qu'on voulait. On voulait vraiment vous donner, développer au maximum vos personnalités, que ce soit Notre pas nous indépendance aussi. et votre autonomie, ce que j'appelle Autonomie. autonomie. Ouais, voilà, c'était important. Donc là, alors avec le petit Louis, je pense, ça va être différent, mon petit loulou déjà comme je l'appelle dans ma Ah tête. oui, il y a déjà le petit surnom, quoi. Oui, bah oui, avec lui, ça va vraiment être, prendre le temps de, bah, vivre chaque instant à fond. Je crois que c'est ce sentiment-là qui est plus fort que quand on a des enfants. De vivre on sent que chaque instant va être, important. Le peu que j'ai vécu là, puisque je l'ai vu que 5 jours, chaque moment a été précieux, chaque Ok. instant. Mmh. Encore C'est plus ça. cette notion d'hédonisme à fond, de profiter. Ah oui, oui, Hmm. mais c'est même pas du carpe diem, hein, c'est vraiment c'est presque physique, c'est le besoin de toucher, c'est le sentiment de bonheur physique, la sensation. Mmh. Ok, bah c'est Mmh. intéressant. J'avais pas du tout Ouais, conscience que ouais, t'avais ouais. ça. Ouais, Ok. ouais. Mmh. Et, et du coup, qu'est-ce que ça te fait aussi de voir ton fils papa? Parce que c'est ça, enfin, il y a Louis, Mmh. mais il y a aussi l'aspect que ton fils est devenu Mmh. papa. Mais c'est étonnant parce que ça me surprend pas, parce que Eric, justement, je parlais de la personnalité de chaque enfant. Ouais, Eric, depuis qu'il est jeune, il a toujours été très proche des c'est enfants. vrai. Ouais. Il a toujours, quand il y avait une fête familiale, tout simplement, les enfants allaient toujours vers lui, s'en est toujours occupé. Donc je suis pas surprise qu'aussi jeune, puisqu'il a que 25 ans, Mm. il est un enfant. Ça me surprend pas. Donc je le vois bien dans ce rôle-là. Mhm. Ton frère aîné, ça aurait été plus difficile. Je pense que je l'aurais moins vu hein, dans ce Pas de rôle-là. suite, du Pas, moins. pas tout de suite. Non, non, je le vois pas tout de suite. Il est pas prêt. Eric est prêt. Il était prêt. Oui, bah c'est pour Voilà, ça qu'il l'a fait d'ailleurs. ça C'est un lui, enfant voulu. ça Hein. lui donne, c'est sa vie. On sent que c'est quelque chose qui est important pour lui, qui va l'amener, ben voilà, à jouer avec son fils, je pense surtout dans un premier temps. Ils sont un peu gaga. Hein. On Ah. reçoit beaucoup de photos WhatsApp. Hein. Mais bon, c'est normal. C'est un bébé. C'est le premier de la famille. D'ailleurs, c'est drôle parce que tu as reçu pas mal de cadeaux de la part, donc dans ton milieu professionnel. Mhm, Donc, tu es principale adjointe d'un collège. mhm. Et donc, ce qui est drôle, c'est que tu m'as dit que ton chef, lui, avait eu aussi... Enfin, il a eu aussi un enfant, c'est ça hein. Oui, un petit enfant. Ouais, il a eu un petit enfant et il avait eu moins de cadeaux. Oui. Et toi, tu t'es rendu compte que tu étais quand même apprécié de tes collègues, enfin voilà, ou des gens avec qui tu travailles, parce qu'il y a plein de gens qui t'ont offert plein de cadeaux pour Louis. Oui, oui. Mais j'ai jamais cherché, mais ça a souvent été le cas. Parce que bon, moi, dans ma philosophie, c'est que je donne beaucoup, mais je n'attends jamais rien en retour. Et les retours, c'est toujours bizarre dans ce que j'ai vécu, c'est quand j'ai eu des retours, ça n'a jamais été les moments où j'attendais. Et ça, j'ai l'habitude maintenant. C'est-à-dire que j'ai toujours des retours positifs, mais
parce que j'ai donné un cadeau, j'ai fait un cadeau à un moment donné, c'est souvent plus lointain. Donc, il y a des retours. Enfin, moi, c'est plus à long terme, quoi. Enfin, à long terme, ou les mais toi, tu l'attends pas, de toute façon. Non, je n'attends pas. Je n'attends aucun retour. Et en n'attendant rien, souvent, j'ai des bonnes surprises. C'est bien. Quand on n'attend rien, on peut être que surpris positivement. Non, c'est une bonne philosophie. Hein. Ok, du coup, je vais te poser une des questions que je pose à tous les invités. Quand et à quel moment et comment tu es sortie de ta zone de confort ? Bon, quand je suis... Alors, c'est surtout quand j'ai changé, puisque j'ai changé 2 fois de métier, j'ai passé 2 fois des concours différents. Donc, à chaque fois, c'est une remise en question profonde à chaque fois qu'on passe un concours. Enfin, j'ai passé 3 concours. Ah oui, on précise, tu travailles du coup dans l'éducation nationale. Je travaille dans l'éducation nationale, donc c'est pour changer de poste, c'est pas évident l'éducation nationale. En général, quand on passe un premier concours, on va être soit professeur, soit psychologue, soit à l'éducation nationale, soit CPE, soit chef d'état, enfin pas chef d'établissement au départ, mais on peut avoir au départ, on est préformaté pour faire la même carrière toute sa vie. Voilà. Et ça ne correspondait absolument pas à mon tempérament. Même si ce que j'ai fait m'a beaucoup plu. Hein. J'ai d'abord été professeure, donc j'ai eu des... T'étais prof d'allemand, du coup ? Oui, j'ai eu des très bonnes expériences avec les élèves. Je même eu mes plus belles PAMS académiques. C'est quoi les PAMS ? Les PAMS académiques, c'est une récompense pour les bons profs. On peut demander ça, c'est une récompense suprême. Mais mes PAMS académiques, moi, c'était pas du tout reconnaissance institutionnelle, c'est la reconnaissance des enfants. J'ai encore une carte qui m'a très fortement marquée d'une élève qui m'avait dit Madame, vous avez réussi l'impossible, réussir à me faire aimer l'allemand. Ah, c'est trop mignon. Ça a été ma palme académique. C'est le meilleur compliment finalement. Oui, c'était un bon moment. Moi, j'ai aimé ce que j'ai fait, mais j'ai eu à un moment donné une insatisfaction, ça ne me suffisait plus. Alors juste, je rebondis par rapport à ça parce que c'est drôle, t'as été prof d'allemand, donc faut expliquer que donc moi je suis la plus petite, mes 2 grands frères ont fait allemand, et on a eu beaucoup du coup de correspondants allemands qui venaient à la maison, moi je les ai vus, entendus parler allemand, et je détestais cette langue dès le début, honnêtement, et quand je suis arrivée en 4e ou 5e... c'était 4e. 4e, ah bah oui, toi tu t'en souviens bien vu que tu travailles encore dans l'éducation nationale, et donc en fait, moi j'ai choisi directement espagnol, je voulais pas du tout faire allemand. Et c'est drôle parce que à l'époque où t'étais encore prof d'allemand, quand on me demandait ce que font mes parents, elle est prof d'allemand, et du coup t'as fait allemand. Non. Donc voilà, je voulais juste le dire parce que souvent on me posait la question, on me disait mais du coup pourquoi t'as pas fait allemand comme tes frères et tout, et je regrette pas du tout actuellement parce que du coup moi je suis partie longtemps en Amérique latine, et en fait j'ai fait des études de commerce international, et l'intérêt de la langue allemande est quand même très restreinte, l'intérêt, je veux dire au niveau nombre de personnes qui le parlent, parce que c'est parlé en Allemagne. En Suisse. Ouais, non, mais d'accord, mais en Suisse, ils parlent déjà 3 langues, donc en fait, on peut communiquer avec eux en anglais. En Europe de l'Est aussi, il y a beaucoup de gens qui parlent allemand. Ouais, mais en fait, c'est des pays où ils parlent souvent une autre langue. On peut parler anglais avec eux. Donc pour moi, aucun intérêt, ça sert à rien. De mon point de vue, business is business. Plus on touche de monde, mieux c'est. Et du coup, je suis très contente parce que là, je parle 3 langues qui sont quand même... qui couvrent pas mal de gens, parce que français en Afrique, il y a plein de pays, il y a la France déjà, il y a à Montréal, il y a plein d'endroits où ça parle français, anglais, international, et l'espagnol, toute l'Amérique latine à part le Brésil, et je commence à apprendre le portugais, donc voilà, bref, juste une petite parenthèse que je referme, mais je suis très contente d'avoir choisi espagnol et pas allemand. Je te laisse poursuivre dans tes autres... Non, mais moi je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, à savoir qu'on te demandait pourquoi tu n'avais pas fait allemand, et moi à l'inverse, à l'époque, j'étais professeure d'allemand, et tout le monde me disait, mais pourquoi tu ne fais pas faire espagnol à ta fille ? Ah oui. Et ça a été... je savais pas ça. C'était pas toujours très bien vécu, parce que on me disait, parmi mes collègues, puisque j'étais beaucoup en relation avec des professeurs d'allemand, ils me disaient, mais c'est un peu une trahison d'école, même si toi, professeur d'allemand, tu ne fais pas faire allemand à ta fille, tu trahis un peu la cause des professeurs d'allemand. Et moi, je répondais toujours, moi, ce qui m'importe, c'est le choix de ma fille. Si c'est l'espagnol qu'elle souhaite faire, elle va le faire. Et puis, il y avait une autre raison. Je voyais bien arriver l'adolescence et je me suis dit, je ne vais pas être en conflit, je vais être en conflit sur beaucoup de choses, donc je ne vais pas en plus être en conflit sur la langue, ce qui serait complètement ridicule. Ouais, voilà. D'accord, t'avais anticipé qu'il y aurait des conflits. Bien sûr. Oui, parce que du coup, je suis la seule fille. Et... Ah, tiens, on peut parler de ça, d'ailleurs, c'est intéressant. On a, du coup, comme tu disais, on est 3 personnalités très différentes, quand même, avec mes frères. Et comment t'as vécu l'adolescence ? Donc, du coup, l'aîné,
je sais pas si... En fait, moi, j'ai pas trop... Enfin, j'ai pas le même point de vue, vu que j'étais enfant. Toi, t'es enfant, tu l'as pas vu. Ah ben, Clément, il a été, à un moment donné, il a pu être très renfermé sur lui-même Ouais. et il nous fuyait. Donc il partait voir ses copains, il nous fuyait, pas de discussion. Et puis parfois, il a été, à l'adolescence, mais normal, il a pu être parfois assez méprisant et il était parfois insolent vis-à-vis de moi. Et là, Et de papa aussi ou... Alors, non, parce que papa, lui, j'ai le souvenir un peu cuisant, je ne sais pas si Clément s'en souvient, un jour où Clément m'avait insulté, il avait dit en gros que je ne comprenais rien, mais c'était bien plus violent que ça. Okay. Donc, en gros, j'étais une pauvre conne, parce que ça, c'était la réalité. Sympa. Et papa était à côté, je m'en souviens, mais c'était un moment très fort dans l'adolescence. Ah, mais c'est pas où il a claqué. Et papa a eu un geste, mais réflexe, il lui a mis une gifle assez forte. Moi, j'ai eu peur. Ah si, je m'en souviens. Moi, j'ai eu très, 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 très peur à ce moment-là, parce que la gifle, elle est partie, elle a été violente. Et c'est vrai que ça a été, comment dire, un événement un peu marquant, parce qu'après, Clément n'a plus jamais vraiment osé me manquer de respect. Voilà, après, il en pensait pas moins, mais ça, c'est la... Oui, mais entre le dire et le penser... Voilà, et voilà. Mais après, c'est vrai que l'adolescence de Clément, c'est vrai qu'il claquait les portes, on a eu des portes claquées aussi. Bon, normal, mais rien d'extraordinaire. Et puis, plutôt se renfermer sur lui-même. Ok. Et en plus, c'était ton premier, du coup, parce que c'était le premier à traverser cette période. Oui. Et je sais pas, en tant que parent, j'en sais rien, je suis pas maman, mais qu'est-ce que tu ressens et comment t'appréhendes, du coup, comment tu trouves des solutions, en fait. Oui, mais je pense qu'on était... c'est toujours le problème avec le premier enfant, on était un peu sévère aussi. Plus sévère avec lui qu'avec nous. On a essayé d'être logique, mais je pense qu'on a été assez dur avec lui. Enfin, dur, c'est un peu relatif, mais on a été exigeant. Voilà, on a été exigeant. Donc, et on avait besoin d'être exigeant aussi parce que lui, il était assez cool. Donc, si on n'avait pas été tu parles exigeant, au niveau scolaire Oui, je parle au niveau scolaire, mais même dans le reste, il n'aurait pas fait avec papa et on lui a demandé beaucoup de choses. Ok. Genre, vous contrôliez ses devoirs et tout Oui, enfin, on a contrôlé. Oui, quand on contrôlait, je me souviens d'un jour, on arrive le soir, on avait été chez Mémé et il y avait une page de français à apprendre et un texte, il n'avait rien appris. Donc à 10h, 9h du soir, on arrive, je lui dis, bon, il faut absolument que tu apprennes ce document, ce texte. Et il va dans sa chambre. Et 5 minutes après, il me dit c'est fait. Et je lui ai dit mais c'est pas possible, c'est pas fait. Et il me dit si. Je lui dis je vais contrôler. Donc j'ai pris le texte et puis je lui ai demandé de me réciter. Il m'a récité par cœur une page entière d'un document. Mais c'est vrai que Clément a une super mémoire. Il a une mémoire extraordinaire. Donc on n'a pas contrôlé parce qu'il avait des capacités. Oui, en fait, il avait des capacités extrêmes au niveau mémoire. Et... Capacité de compréhension, d'intelligence pure. Il a une intelligence pure très forte. Donc... Il n'a pas exploité parce qu'il est très feignant par ailleurs. Voilà, c'est ça en fait. il se reposait un peu sur ses acquis. Ok. Voilà. Et du coup, pour Eric, Eric, ça a toujours été très différent parce que Eric étant un être hyper sensible, oui, c'est une énorme différence, effectivement. Hyper fragile, hyper sensible, on n'a jamais rien hésité, on a toujours essayé au contraire d'enlever toute pression. Ok, oui. Parce que lui, pour faciliter la pression, il se la mettait tout seul. Donc, même si nous, je pense qu'inconsciemment, on avait une pression d'exigence puisqu'on avait des valeurs et on croyait au travail, on croit toujours au travail, etc. Mais on a toujours été plutôt... Eric, je crois que je ne l'ai jamais fâché, je ne l'ai jamais réprimandé, je ne pouvais pas. Il se faisait lui-même, il se torturait lui-même. En fait, ça aurait été la pire des choses à faire parce que déjà qu'il s'angoissait tout seul, si toi t'en rajoutais une couche, c'était... Ok. Bon, et toi et bien alors c'est intéressant, on va confronter nos points de vue. Parce que maintenant que j'ai le recul, donc j'ai 23 ans, je ne suis plus adolescente, j'ai travaillé en plus avec des adolescents en tant qu'animatrice. Donc c'est très intéressant. Bon, moi, concrètement, mon point de vue, c'est que j'ai été une adolescente infernale. Infernale. Enfin, je pense que l'adolescence des garçons et des filles est vraiment pas pareille. Une écorchée vive. Et puis, tu as vécu... Enfin, bon, moi, je voyais ça comme ça. C'est que le moindre événement, il te marquait très profondément. Tu étais bouleversée au plus profond de ton être. Et tu une écorchée vive, donc à réagir très violemment.
Hein, tout à 1000 degrés. Tout dans l'excès. Donc, on a eu quand même quelques excès. Je sais pas si je peux en parler. Mais... Si, il n'y a pas de tabou, tu peux en parler. Oui, il y a quand même eu, à un moment donné, on était presque dans du coma éthylique. C'était un chagrin d'amour, je crois. Ou... Ouais, c'est ça. Enfin, il y avait plein de choses. Un mal-être adolescent. Oui, donc, c'est ça. Là, on a été quand même... on était dans la difficulté. Il y a eu quelques petites fugues la nuit, avec des copines. Voilà. Bon, des grosses inquiétudes. Nous, on a été angoissés pour toi. Hein, très angoissés. Ça fait beaucoup de soucis. Et on savait en même temps que je sentais bien tout ton potentiel. La difficulté avec des enfants écorchés vifs. Alors, Eric était écorché vif, mais pas de la même façon quand même, parce que lui, il fallait le rassurer. Mais toi, c'était vraiment écorché vif. Le moindre truc te faisait bondir au plafond. Et puis, ça a commencé très, très jeune. Tu ne supportais rien. Des enfants, tu étais très accaparante. Tu me voulais pour toi toute seule. Et j'ai toujours résisté à ça. Ça, c'est mon tempérament. Je voulais pas que tu prennes parce que tu as un tempérament très fort. Tu as été capable de prendre la maîtrise sur moi. Et moi, il était hors de question. Tu penses, une autre mère, par exemple. Dans une autre mère, tu aurais pu très bien, à mon avis, prendre le dessus psychologiquement. À tout point de vue. Tu étais capable de le faire. Et ça, j'ai toujours refusé. Pour moi, c'était pas... heureusement, d'ailleurs. C'était pas possible. C'est comme ça. D'accord. Parce que après, c'est mon principe un peu général. J'ai pas une vision assez simple de la vie. C'est que si on se défend pas, bon, ça vient de mon enfance aussi. Si on se défend pas, de toute façon, on se fait manger. Je dis très souvent, la vie, pour moi, c'est manger ou être mangé. Parfois, je dis un peu plus vulgairement, c'est bouffer ou être bouffé. Hein. C'est un peu vulgaire, mais manger ou être mangé. Je vois souvent, il n'y a pas beaucoup... Enfin, c'est ma vision des choses. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Hein. Il faut se battre. Alors ça vient de l'enfance. Hein. Il faut vraiment se battre. Ok. Mais écoute, d'ailleurs, on reviendra à l'enfance plus tard parce que j'ai une question là-dessus. Mais juste pour revenir, parce qu'on a vachement digressé. Oui, pardon. Non, mais c'est fait pour. Du coup, on parlait à la base de prof d'allemand. Ensuite, on a dévié. Et du coup, après, tu t'es reconvertie. Oui, je suis reconvertie. Donc là, après, j'ai passé un concours. Là, ça a été très difficile parce que il a fallu... là, j'avais 40 ans. C'était aussi une crise un peu existentielle. Remise en cause de la quarantaine. Et je sentais bien que, prof d'allemand, j'avais l'impression d'avoir tout fait ce que je pouvais faire. J'avais fait le maximum. J'étais arrivée au bout de ce que je pouvais donner et de ce qui m'intéressait. Donc là, il fallait changer. Et c'était pas évident de changer parce que j'avais ma fille adolescente. Et je sentais aussi qu'il fallait pas que je parte. C'était pas le moment où que je pouvais lâcher. Elle avait 12-13 ans. Je voyais bien arriver tout ce qui s'est arrivé par la suite. Oui, c'est vrai, quand tu t'es reconvertie, j'avais 13 ans, à peu près 12-13 ans. Et je pouvais pas lâcher, donc il fallait que je trouve un moyen de trouver un métier où je pouvais continuer à être présente à la maison, parce qu'à l'époque, j'avais déjà envie d'être... C'est vrai, moi, j'en avais pas du tout conscience. Mais si, j'avais déjà j'avais envisagé d'être... de partir, d'être personnel de direction. T'étais déjà dans cette optique-là, privilégier ma carrière, mais je me suis dit, c'est pas possible, Anna, je peux pas la laisser, parce que je savais qu'il fallait que je parte, si je faisais ça. Oui. Donc, du coup, en fait, t'as fait cette reconversion... J'ai fait une reconversion... en attendant, entre guillemets. Oui, pour travailler en tant que... Tu savais que c'était qu'une étape dès le début, en fait. Ouais. Ah ouais, je savais pas du tout. Par exemple, c'est bien. Non, on sait jamais, parce qu'on le sait pas, mais pour moi, c'était une évolution. Je ne savais pas ce qui arriverait après. Même encore, je pense qu'il y a encore des évolutions possibles pour moi. Hein. Je peux pas me dire c'est figé. Donc voilà, donc je suis passée, j'ai travaillé près dans un centre de documentation. T'étais documentaliste au collège. Voilà, j'ai bougé beaucoup, j'ai eu beaucoup de mutations, parce que là, après, les problèmes de mutation sont... Mais ça, est-ce que c'était voulu ou est-ce que... Non, ça, c'est le fait quand on change de métier, on est, en tant que fonctionnaire, on doit aller là où il y a des postes. Et c'est géré soit par le ministère ou par le rectorat. Okay. Voilà. Donc, on choisit pas. Ouais. On choisit pas. Si, on fait des vœux, mais après, on doit aller en tant que fonctionnaire là où on y mute. Ça, c'est la particularité. Il y a des avantages à être fonctionnaire, mais des inconvénients, si on peut dire, c'est qu'on doit aller là où on nous mute. Et on n'est pas forcément muté là où on habite. Donc, voilà. Mais donc, toi, là, quand même, en tant que documentaliste, ça a été pas très loin. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à rester pas très loin de chez nous. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle un peu, parce que tu as été mutée dans un collège qui est d'un milieu assez aisé. Je pense que tu vois duquel je parle. Oui.
Et du coup, avant, tes postes n'étaient pas forcément dans ce type d'établissement. Non, j'ai plutôt effectivement été, surtout en tant que documentaliste, j'étais dans des postes de milieu très fragiles, pour pas dire des élèves en éducation prioritaire, donc des élèves dans des milieux sociaux très défavorisés et en grande difficulté. Et là, Là, t'es passée à l'autre et extrême. je suis passée dans un milieu, on va dire, très bourgeois, très BCBG. Qui n'est pas notre monde, hein, pour être honnête. Qui n'est pas mon monde d'origine et qui n'est pas mon monde, même si maintenant j'ai une vie très bourgeoise, hein, je le reconnais, hein, avec tout le confort, une jolie maison, un joli jardin, etc. Mais là, j'ai passé 5 ans et en fait, j'en ai souffert parce que... Alors, mon métier me plaisait. Ouais. J'ai eu de super expériences avec les élèves. J'ai fait vraiment beaucoup de projets avec eux. On a rencontré des écrivains. On a fait tout un tas de choses super. Et j'ai eu des élèves avec qui c'était vraiment... Enfin, le contact avec les élèves va très bien, hein, toujours. Mais... Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, continue. Voilà. Je fais les petites Et donc, vérités. mais voilà, mais j'étais obligée de changer parce que je me sentais... Il fallait que je change parce que d'abord, je me sentais mal à l'aise dans ce milieu trop favorisé. C'est pas Ouais. mon monde. En fait, j'ai l'impression de ne rien apporter. C'est vrai. Mais Enfin, si, tu j'apportais faisais des aux projets quand élèves. même. Je faisais des projets. de toute façon, ta cible, mais- toi, c'est les élèves. Oui, Enfin, oui, c'est de travailler avec les enfants, hein, c'est ça mon... Et les ados, et les ados difficiles, c'est ça qui est intéressant. T'avais un bon cas d'école à la maison. C'est un vrai projet, ça, c'est vraiment intéressant de savoir. Finalement, ce qui est important, c'est de se sentir utile. Et moi, je me suis toujours sentie utile quand les enfants ont des difficultés. Donc voilà, et ça a été ma motivation. J'ai dit non, je ne peux pas rester dans cet endroit. Je pouvais y rester jusqu'à la fin de ma carrière, c'est-à-dire jusqu'à 62, on verra la retraite à quel âge, 62, 63, 64. Mais je pouvais y rester. Bon salaire, à côté de chez moi, j'y allais à vélo, c'était le rêve absolu, des bonnes conditions de travail, vu extérieurement, c'est assez étonnant parce que extérieurement, c'est un poste dont tout le monde rêve, et j'ai pas trouvé mon sel. Et donc ouais, voilà. et toi, c'était pas ton truc finalement. Non, c'était pas ça. C'est pas ça. Donc voilà, là, je me suis encore remise en question parce que ça a été difficile. J'ai eu 2 échecs. Hein. J'ai eu un échec puisque il a fallu passer le concours. La première année, je l'ai pas eu. Enfin, j'ai rien eu. Le concours de chef d'établissement. Et de première année, je l'ai pas eu. Et la deuxième année, je l'ai passé du premier coup, quoi. Enfin, je veux dire, bien. Oui, ce qui n'est pas le cas de tout le monde quand même. Il faut signaler que c'est pas un concours évident. Toi, t'avais quel âge quand tu l'as passé? Là, je voulais que ce soit avant moins de 50 ans. J'avais un peu moins de 50, 49. Ouais, voilà. Mais bon, c'est pas tout le monde. En plus, tu me disais quand même, il n'y a pas beaucoup de femmes qui le font. C'est quand même majoritairement... Alors, non, maintenant, on a beaucoup. Non, on arrive à la parité au niveau des concours. Maintenant, on a à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes qui sont reçus. Mais par contre, ma grande colère, dis-moi, c'est que quand j'observe l'évolution de carrière des hommes et des femmes, même à ce niveau-là, il est bien clair que nous, les femmes, nous sommes carrément... nous restons dans les postes d'adjoints, dans des endroits beaucoup moins cotés, les postes... les meilleurs postes sont pris par les hommes. Les postes qui... Non, meilleurs postes, pas forcément, mais les postes qui demandent, les plus prestigieux et qui demandent un gros engagement aussi, hein, il ne faut pas le nier. C'est du travail, de toute façon. Mais les femmes travaillent autant. Hein, mais oui, ça, j'en doute pas. Mais les femmes vont se retrouver dans des petits collèges bien difficiles et les hommes, on va les retrouver dans les collèges dans les établissements de centre-ville prestigieux, beaucoup plus souvent. Et moi, j'ai pris conscience finalement de la différence et du sexisme, même dans mon milieu, quand j'ai passé ma première année de formation en tant que personnel de direction. J'ai eu des remarques. Il se trouvait que j'étais la seule femme dans mon groupe de formation. Donc, on avait 4 hommes et une femme. Moi, j'étais la seule. Donc, tu parles du coup quand vous étiez étudiant, quand j'étais en formation de personnel de direction. Dans la posture de former. Alors, on est en formation sous le terrain, c'est-à-dire qu'on est en poste et en plus, on a des formations. Oui, parce que c'est la première année. La première année. Et là, j'ai ressenti vraiment, j'avais jamais ressenti à ce point-là la différence entre hommes et femmes et la façon dont... Alors, c'est assez subtil, hein, enfin subtil pas toujours, mais j'ai eu des remarques, je ne sais pas si je peux en parler. Si, mais tu peux parler de tout, il n'y a pas de souci. D'accord. J'ai eu des remarques du type, comment dire, un chef d'établissement qui me présente à son autre collègue, avec qui... Alors, c'est un chef d'établissement avec qui j'avais travaillé une première année et qui n'était plus dans mon établissement. Donc, il me présente à ses collègues en disant, voilà, je te présente mon ex.
Voilà. Et moi, j'ai répondu du tac au tac en lui disant, oui, c'est vrai, nous avons eu de très bons rapports. Voilà. Donc, c'était juste, bon, j'ai essayé toujours de me mettre au même niveau. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, j'ai eu des remarques parce que mes collègues s'habillaient beaucoup, les hommes, hein, ils ont des costumes noirs assez classiques. Et bon, moi, j'aime bien la couleur, j'aime bien les choses assez colorées, peut-être un peu trop, mais je ne sais pas. Mais est-ce que c'est vraiment trop? On s'en fiche. Ouais, on Tu s'en fiche, t'habilles comme t'as mais envie. j'ai envie, voilà. Puis j'ai envie de m'habiller. Et puis c'était classe en plus aussi, il faut dire ça, parce que toi, du moment où t'es... Bon, ça je l'ai vu, du coup, du moment où t'es passé par personnel de direction, t'as quand même changé ta garde-robe, quoi. J'ai changé ma garde-robe. T'as acheté vachement de trucs classe, quoi. Je me suis maquillée pour la première fois. Voilà, il y a eu plein de changements au niveau physique, rien que physique. Hein. Oui, mais c'était important, ça fait partie de la politesse du métier, je dis. Moi. Et donc, moi, je m'habitais... Mais malgré tout, je prends des chemisiers de soie, mais en couleur. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la forme est classique, mais les coloris ou les motifs sont pas très classiques. Voilà. C'est plutôt original. Et donc, ses collègues me disaient, ils me disaient, ben voilà Lara. Ils m'appelaient Lara. La quoi? Lara, parce que c'est un perroquet de couleur. Et moi, je leur ai répondu, mais je préfère faire Lara que le corbeau. Voilà. Donc, voilà. Oui, bon, ma mère ne se laisse pas marcher sur les pieds. Hein. Les chiens ne font pas des chats. Mais d'accord, ouais. Oui, voilà. J'ai eu d'autres choses aussi. C'est des trucs plus violents Enfin, pas... C'est pas violent, mais c'est vraiment... méprisant, quoi. Ouais, moi j'ai trouvé ça assez quand même. Un jour, un collègue aussi me dit, lui, il avait une classe, dans le groupe, on avait des gens qui avaient des classes musique. Il y a un nom pour ces classes musique, ça s'appelle les classes CHAM. M pour musique à la fin, les classes musique. Et lui, il me dit, ah oui, on discute de notre établissement. Ah oui, non, toi, t'as pas de classe CHAM, t'as une classe chat. Oh là là. Bon, c'est des petites choses. Non, mais là, mais... c'est dans un contexte professionnel. C'est... Oui, c'est en exposant les faits comme ça, moi, je connais pas la situation. Enfin, je l'ai pas vu. Alors, ce sont des anecdotes, mais c'est juste, bon, je veux dire... Mais ça reflète quelque chose, quand même. Ça reflète, on va dire, que nous, en tant que femmes, nous avons vraiment besoin de nous affirmer. Je vois au quotidien, ça continue, je veux dire, Mais alors maintenant, je trouve que j'ai du respect. Je trouve que j'ai gagné le respect. Dans les endroits où je vais, il n'y a pas de différence. Mais et je crois que même, j'allais dire maintenant, puisque dans ce que je fais, j'ai pris une présidence d'amicale et j'ai donné ma touche plutôt féminine où on essaie d'apporter beaucoup d'humain dans les relations. Parce qu'il y a beaucoup... c'est important. Oui, c'est évident. Il y a beaucoup de... Et ça fait du bien, ça leur fait du bien à tous ces hommes. Parce que j'ai pas de chance, ou beaucoup de chance, je sais pas, je suis toujours entourée d'hommes. Hein, mais les gens autour de moi, les chefs, je suis en zone rurale, alors c'est très souvent des hommes aussi. J'ai beaucoup d'hommes autour de moi et donc j'essaie d'apporter de l'humain, c'est important. C'est pas mal. Du coup, moi je voulais parler du coup maintenant là c'est le métier que tu fais actuellement, c'est responsable d'établissement. Bon, moi j'ai jamais travaillé dans le public et je pense que j'y travaillerai jamais en tant que fonctionnaire, mais en fait de ce que tu me décrivais, ça s'apparente en fait à un poste, déjà c'est un poste de cadre et t'es responsable, c'est comme, en fait t'as plein de facettes de métiers différents, t'es manager, t'es recruteuse, parce que tu diriges les équipes des profs, tu diriges aussi des choses plus concrètes dans le quotidien en fait. De tout le quotidien, on est en contact aussi avec les équipes d'agents par exemple, qu'il faut manager, qu'il faut écouter. On est beaucoup en relation, on fait beaucoup de psy aussi avec les enfants et les parents, puisqu'on les reçoit beaucoup, on est au contact, enfin en tout cas moi je les reçois beaucoup, mais la plupart des collègues on peut pas s'affranchir du quotidien, donc on les a beaucoup. C'est quoi une journée type par exemple? Je sais que c'est difficile parce que j'ai rarement type, à chaque fois t'es souvent dérangé, quand tu reviens le soir tu nous expliques, il s'est passé plein de choses en général, mais une journée type par exemple, où il se passe quelque chose d'extraordinaire par exemple. Mais... je vais prendre la journée d'hier, comme ça va être plus simple. Donc journée type, moi je vais à l'ouverture du portail, donc j'accueille les élèves. Je les fais rentrer, puisqu'on a un plan Vigipirate, donc il faut les faire rentrer. Ensuite, hier, j'avais un élève que j'avais exclu, mais que j'avais intégré en stage donc, dans le lycée professionnel à côté. Donc, j'ai pris cet élève, je l'ai accompagné parce qu'il n'était pas
s'était pas présenté spontanément. Donc j'étais de courir dans C'est-à-dire les qu'il couloirs. n'y est pas allé en fait. Alors il était reparti, il s'était caché dans les couloirs, donc je suis allée le chercher, le courser pour l'amener faire son stage chez le cuisinier. Donc il y est allé la matinée. Donc après, une fois que j'ai fait ça, je suis partie au bureau, j'ai lu mes mails, j'avais une réunion qui suivait, je devais recevoir, on reçoit des mineurs non accompagnés, donc je devais Donc ça, gérer pour cette préciser, réunion. en fait, c'est les migrants Les migrants viennent. qui arrivent, voilà, donc qui on s'est battu pour avoir un professeur qu'on a recruté. Ouais, On parce a- qu'en fait, donc faut Oui. expliquer que normalement, là, dans l'éducation nationale, il n'y a rien qui est prévu Non, rien. pour leur donner des cours de français parce Non. qu'ils parlent pas français la Non, plupart. hein. voilà, ils ne parlent pas français. On n'avait pas de classe, on est en milieu rural, il n'y avait pas de structure. Donc, le travail était fait en lien avec le rectorat. Hein, donc, avec mon collègue, il a beaucoup travaillé. Le rectorat nous a donné quelques moyens aussi. Et on construit des choses au fur et à mesure pour Mais du ces coup, là, élèves. tu peux en parler de ce projet, c'est intéressant. Enfin, vous avez du coup recruté. Là, du coup, c'est toi qui est. Oui, on a recruté avec mon collègue. Alors d'abord, on a fallu chercher quelqu'un en milieu rural, trouver quelqu'un qui peut enseigner le français, langue étrangère. C'est quelque chose de très rare. Bon, nous avons réussi à trouver une jeune fille qui a les diplômes, qui passait le diplôme, qui était l'amie d'une prof du collège. Donc, en fait, on essaie, nous, au maximum, de se débrouiller pour trouver du personnel, parce que c'est pas du tout évident. On est souvent un peu loin. Mais surtout pour cette ça, tâche oui. spécifique, parce que là, c'est très particulier. C'est pas un prof de français classique, c'est prof de français langue étrangère, c'est-à-dire des oui. gens qui parlent pas français. Oui, oui. Et enfin. Parce que dans son groupe, elle doit avoir un roumain, elle doit avoir C'est ça. des Ils viennent Maliens, de- elle a, qu'est-ce qu'elle a, un espagnol, un italien. Voilà, il y a des gens qui viennent de tout horizon. de tout quoi. horizon, des enfants qui Mhm. ne parlent pas français, ou des mineurs non accompagnés qui ont 16, 17 ans, qui sont grands. Oui, mais ça j'ai eu le cas aussi quand je travaillais en colonie de vacances parce que du coup j'ai travaillé avec un public qui venait de foyers et quand je dis public, c'est les gens qu'on accueillait en colonie de vacances, les jeunes. Donc il y en avait qui venaient de foyers ou de familles d'accueil et on avait aussi des mineurs non accompagnés, qui étaient en foyer du coup, mais en fait réellement ils étaient pas mineurs parce que ça se voyait et franchement ils avaient plus, mais en fait ils font ça pour qu'ils aient le droit à toutes les aides qui sont possibles en étant mineurs, qui ne le sont plus quand on est majeur. D'ailleurs, il y a eu des cas, moi j'en ai pas connu personnellement, mais où ils ont été découverts parce qu'ils faisaient des examens, des trucs tout cons, je sais plus où j'ai entendu cette histoire, ils faisaient des examens de santé. Des poignets, on fait des radios des poignets, je crois. Et du coup, ils regardent au niveau de la croissance et ils voient que la personne a 22 ans, elle n'a pas du tout 17 ans, mais bon, bref. Bon, après, l'expérience qu'on a sur ces mineurs non accompagnés, c'est qu'ils sont très volontaires. Là, on en a 18 et ils sont formidables, quoi. Ils ont envie de s'intégrer, ils apprennent à une vitesse formidable, avec des niveaux différents, puisqu'on a aussi, je pense, un élève qui doit être handicapé. Mais dans l'ensemble, ils sont très, très volontaires, ils veulent s'en sortir. Bah oui, mais là c'est la volonté, elle est là. De toute façon, c'est une nécessité pour eux. Ils vivent en France, si tu parles pas français, c'est quand même compliqué, quoi. Oui, alors j'étais dans ma journée type cette réunion. Après, j'ai dû faire une réunion de coordination pour les... c'était la réunion de coordination. Et après, j'ai eu à gérer des plannings d'emploi du temps. J'ai dû payer des heures sup, puisque j'ai un logiciel de gestion d'heures sup. J'ai dû répondre à un coup de téléphone d'un professeur du primaire, d'un directeur d'école du primaire qui voulait organiser une activité au collège. J'ai reçu la prof d'allemand qui, elle, veut organiser la journée franco-allemande et qui prépare son voyage en Allemagne. Donc, là, j'ai dû voir ce qu'on pouvait faire, pas faire, sur quels critères on allait recruter les élèves, puisqu'on a trop d'élèves français pour pas assez d'élèves allemands. Donc, comment fait-on? Donc, réfléchir, on est dans la réflexion. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre après? Bon, après du travail, préparer un brevet blanc, puisque je vais avoir un brevet blanc qui arrive en janvier. Voir des professeurs qui avaient des problèmes avec des élèves, voir la CPE qui est venue plusieurs fois dans mon bureau puisqu'il y avait des élèves qui posaient problème, des bagarres, pour dire ça simplement. Et j'ai fini le soir, j'en oublie, mais et la soirée, j'ai fini à une réunion avec des parents et un professeur, puisqu'il y avait eu un conflit au moment d'un conseil de classe, et il fallait qu'on se fasse une conciliation entre ces deux personnes. Voilà, c'est une journée très c'est intéressant que tu le dises, tu vois, c'est pour ça que je te posais cette question, parce que il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte, mais pas que dans l'éducation nationale, en fait. Tout ce qui est à responsabilité, en fait, ça implique un énorme travail. C'est des responsabilités et c'est du travail, parce que là, tu fais plein de choses en même temps.
même temps, si on réfléchit, enfin, il y a des gens qui le font, t'es pas vraiment gestionnaire, mais bon, t'as une vision globale quand même, et tu dois un peu driver, diriger. C'est ça, en fait, c'est diriger de toute façon. Oui. Mais c'est intéressant de le montrer. Mais c'est pas que diriger, c'est aussi être impliqué. C'est-à-dire on fait beaucoup. Hein. Quand il y a un élève qui est blessé, bon, s'il y a personne, c'est moi qui vais l'aider. Les photocopies, je fais des photocopies. On doit être capable de tout multitâche. Faire. On doit être capable de tout faire. Et alors, je vais dire honnêtement, c'est ce qui fait l'intérêt du métier. Ouais, tu t'ennuies jamais. Parce que si je faisais que de l'administratif derrière ça mon bureau, personnellement, c'est pas le cas. Je ne dis pas que tout le monde est pareil, hein, mais je dis pour moi, ça n'aurait pas grand intérêt. J'ai recruté, par exemple, là, c'était la veille, on a recruté une personne pour s'occuper d'élèves handicapés, puisqu'on a des élèves handicapés dans le collège. Et on a vu plusieurs personnes. La personne que nous avons choisie, puisqu'on choisit en équipe toujours, c'est une personne qui physiquement est marquée par la vie et qui est cassée par la vie. Donc, la personne que vous avez qu'on a recrutée et qui, a priori, personne ne l'apprendra. Et quand on a fait l'entretien avec elle, c'est une personne qui a une qualité extraordinaire, relationnelle extraordinaire. C'est pourquoi vous l'avez... Ah oui, pour aider les enfants. Pour occuper des enfants handicapés. Okay. Et on a un enfant autiste. Donc, il va falloir ça s'appelle un accompagnement handicap. Et... cette personne, a priori, personne ne l'apprendra. Et toi, tu as vu le potentiel. Et pas moi, l'équipe, nous étions trois. Et nous allons lui donner sa chance. Nous ne savons pas parce que c'est compliqué. Il faut aussi que ça se passe bien avec les enfants. Moi, j'ai demandé, au départ, on devait la recruter sans la mettre avec les enfants. Moi, j'ai demandé, par exemple, qu'elle fasse 2 jours d'observation, pour qu'elle vienne voir. Elle en est d'accord pour voir un petit peu comment ça se passe parce qu'on a du relationnel avec des enfants autistes, trisomiques, en difficultés comportementales et cognitives. Donc, il faut absolument que quelque chose se passe positif. Hein. Il faut qu'ils accrochent. S'il y a du rejet, ça sera difficile. Mais moi, je pense que c'est à notre honneur de donner sa chance à quelqu'un qui est cassé par la vie, qui est rejeté de tout le monde, qui travaille, qui a plein de qualités. Cette personne, elle n'a pas de diplôme, du coup ? Elle a plein de diplômes. Si, elle a plein de diplômes, mais elle a 53 ans et je ne connais pas, je n'ai pas posé sa question, mais on sent que c'est quelqu'un qui a été cassé par la vie. Okay. Elle est auto-entrepreneuse, c'est quelqu'un qui essaie de faire plein de choses, mais elle est dans une association pour le cancer. Donc, on a une personne de qualité qui extérieurement est un physique, on va parler du physique, hein, c'est la réalité, qui a un physique qui est peu engageant, mais qui est une belle personne. Il faut passer au-delà du masque. De toute façon, je sais pas, je me poste dans une posture de recruteur. De toute façon, le physique n'est pas très intéressant et pas très révélateur. Enfin, ça dépend des métiers. Si c'est hôtesse d'accueil, effectivement, tu vas pas engager quelqu'un qui est repoussant, mais pour le reste des métiers, c'est mon avis, hein, je trouve que c'est les qualités qui priment avant tout, quoi. Oui, mais tu peux pas t'empêcher, au premier abord... de juger. Au premier abord, la réflexion, puisque nous étions 3, les 3, nous avons eu la même réaction. Nous n'osions pas nous le dire, mais nous nous connaissons bien, donc nous sommes honnêtes. Nous avons dit, au premier abord, on était un petit peu repoussés. On n'avait pas envie... On n'avait pas envie d'aller vers elle. Et au cours de l'entretien... on a vu la qualité de cette personne. On a été capable d'aller au-delà du masque, de l'apparence. Mais c'est pas évident. Donc, on ne sait pas si les enfants vont le faire. Mais moi, j'ai confiance, les enfants, ils vont le faire. Ils vont aller voir. Ils vont voir... en plus, c'est un public particulier. C'est des enfants qui sont eux aussi déjà différents. Oui, donc, l'acceptation de la différence, joli thème. Ah oui, tu vois, il y a beaucoup de choses à dire. Non, mais c'est intéressant. Enfin, je rebondis parce que tu m'as un peu regardé avec des grands yeux quand tu parlais qu'elle est en association contre le cancer. Moi, actuellement, je suis bénévole dans une association LGBT. C'est la première fois de ma vie que je suis bénévole. Et bon, je vous en parle souvent parce que du coup, on organise la Pride 2019. Donc, c'est la Gay Pride, mais on appelle ça la Pride. Et c'est trop cool parce qu'en fait, le fait de travailler dans une asso, c'est pas du tout la même chose que dans le contexte professionnel, c'est-à-dire que on n'est pas payé déjà, je suis bénévole, et on fait du travail quand même. Mais étant donné qu'on n'est pas payé, qu'on est bénévole, et que de toute façon c'est sur la base du volontariat, il y a une liberté qui est géniale et qui est folle. Moi là je participe à la partie organisation de la semaine avant la Gay Pride justement, et c'est trop cool parce que j'ai jamais fait d'événementiel de ma vie, au niveau pro. Mais là, je suis en train d'en faire et on se lâche et on a plein d'idées. En plus, je travaille avec des jeunes qui sont motivés et qui ont la même vision des choses que moi. Donc, vraiment, ça me plaît beaucoup. Et... je sais pas, t'as déjà été bénévole dans une asso, toi ?
Moi, c'est quand j'étais présidente du groupe de la randonnée, là. Alors, c'était Ah. bénévole, puisque là, Oui. j'organisais bénévolement des randonnées. J'avais Ah oui, où organisé... vous me traîniez quand j'étais petite. Voilà. Quel souvenir. Oui, quel beau souvenir. Donc, là, c'est J'aimais pas trop y aller. bénévolat. D'ailleurs, il y a un truc que je pense que tu sais pas, mais c'est qu'un jour, donc il y avait une randonnée de prévue, et j'avais tellement pas envie d'y aller que j'avais du maquillage, des poudres et tout, je m'étais maquillée des fausses cernes en disant non, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas envie d'y aller. Bon, j'y étais quand même allée. Oui, je pense qu'on n'a jamais été très dupes. Oui, bon, je le faisais avec les moyens du bord. Voilà. Ok. Du coup, une question aussi que je pose à tous mes invités. En quoi t'es une personne différente ? Et en plus, et dans cette question, tu l'entends comme tu veux, c'est-à-dire, tu sous-entends ce que tu veux derrière différente et par rapport à quoi, comment, ce que t'as envie. Différente. Je suis différente parce que je suis pas du tout adaptée au monde dans lequel on vit. Parce que mon principe premier, c'est la gentillesse. Je n'ai pas l'impression que ce soit la vertu la plus aimée actuellement. C'est vrai, tu trouves qu'on n'est pas assez gentil ? Je trouve, oui, que dans le monde actuel, on n'est pas assez attentif à l'autre, manque de l'écoute. De bienveillance. Oh, j'aime pas ce mot. Ah, t'aimes pas ce mot. Pas ce mot. Il est très à la mode, c'est vrai. Oui, il est très à la mode et pour moi, il est un peu galvaudé. Non, moi, je pense qu'il manque vraiment d'écoute et d'attention aux autres. Mais j'ai l'impression que c'est de ça dont on souffre. Et j'ai vraiment la sensation que les réseaux sociaux, actuellement, sont en train de couper ça. Moi, je sais qu'à mon niveau, très modeste, je privilégie toujours la conversation, l'humain et le rapport à l'autre, toujours, dans tout ce que je peux. C'est intéressant parce que justement, on a eu la visite, en fait on devait enregistrer ce podcast ce matin, là on le fait l'après-midi, parce qu'on a eu la visite de notre voisine, donc il y a presque 80 ans, et elle venait en fait pour offrir le cadeau pour ton petit-fils, donc mon neveu, et on parlait de ça également, les relations en face à face, et les réseaux sociaux et l'influence que ça a, parce qu'elle, du coup, elle est d'une autre génération encore, elle est pas née, toi non plus d'ailleurs, avec les réseaux sociaux, mais comme on disait, il y a vraiment une fracture, et j'en ai bien conscience, c'est plus du tout le même monde, et elle disait justement que un de ses petits-fils, il adorait venir avec elle parce qu'il disait tout le temps, on va jouer, et parce que ses parents, ou enfin son entourage quoi, étaient souvent sur des écrans en fait, et pas forcément... présent à l'autre, tout simplement. Il y a cette attention, être présent. Moi, j'ai l'impression très souvent maintenant qu'on a beaucoup de personnes qui sont là physiquement, mais qui sont absentes mentalement. Ouais, et on n'a pas l'entièreté de la personne, on n'a jamais la personne entière avec soi. Le taux de enfin pas le taux, mais la concentration est très... Mais ça, je le vois aussi avec... Alors, donc moi j'ai 23 ans, mais quand j'étais animatrice du coup avec des plus jeunes, plus de 10 ans quoi, donc c'est encore une autre génération. Mais c'est-à-dire que c'est une catastrophe au niveau de la concentration, ça tient 2 secondes. Ils sont dans la génération du zap, mais dans tout, dans les réseaux sociaux, quand c'est des applications de dating, par exemple Tinder, c'est le reflet exact pour moi, de la société, c'est-à-dire on a une photo, on zappe, on clique, et on se concentre pas vraiment, c'est juste, il y a l'abondance, c'est l'abondance, donc le choix, mais du coup ça perd un peu les gens aussi, je trouve, et c'est pareil pour les informations, pour plein de choses, on consomme... Enfin, nos 2 générations ne consomment pas du tout l'information de la même façon. C'est vachement sur les réseaux sociaux, par exemple, mais le danger, c'est les fake news, ce qui pullule dans nos fils d'actualité, notamment avec les gilets jaunes et tout ce qui se passe en ce moment. Il y a plein de fake news. Et moi, je trouve ça insupportable parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui se renseignent que sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas d'esprit critique. Donc, ils croient tout ce que leurs amis partagent. Et des fois, c'est des choses, mais avec un peu de jugeote, on se dit aisément... C'est pas crédible. Mais tout le monde n'a pas cette réflexion et je trouve que c'est dangereux là-dessus. Oui, il y a vraiment un gros travail d'éducation à faire, moi je crois. Et je vois, puisque moi je travaille avec des parents qui ont entre 30 et 35 ans, qui ont, eux, été éduqués, qui ont eu les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas eu de formation. Parce que maintenant, il y a une formation qui se fait, moi je trouve quand même dans les plus jeunes, même s'ils l'utilisent mal, ils ont conscience que, par exemple, sur Facebook, il faut se protéger, il ne faut pas ouvrir à tous. Alors, pas tous, mais la majorité ont quand même cette conscience. Mais les parents, ceux qui ont la 30, 35, 40, parfois, eux, ils n'ont pas du tout été formés. Et j'ai des parents, par exemple, alors vraiment, c'est une histoire peut-être qui va vous surprendre, mais des parents qui c'est un exemple vraiment concret qui est arrivé, qui était sur Jackie et Michel, aussi les parents étaient alors des parents qui se sont filmés sur ce site-là, et ils ont publié une vidéo d'eux, et l'enfant, alors c'est pas l'enfant qui l'a vu, c'est un copain
d'un enfant qu'il a vu et qui était très perturbé, puisque après il l'a montré au fils, à l'enfant qui a été très troublé. Et là, je vois qu'on a des gens qui savent pas l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux. Alors, c'est un exemple, hein, je dis Bon, pas là, que c'est pas toutes les vraiment les familles, réseaux sociaux, c'est un site porno. site Donc, porno. c'est... Bon. Oui. Mais on a cette, Enfin, cette c'est le numérique, difficulté, quoi. cette difficulté à gérer son image et à savoir jusqu'où aller. Et pas seulement chez les enfants et les ados, on a des adultes maintenant. Ouais, C'est ça qui atteint me tout le frappe. monde. Ouais. Bon, du coup, je t'avais dit qu'on allait revenir à l'enfance. Mmh. C'est aussi une question que je pose à tous les invités. Est-ce que tu peux nous dire quel genre de petite fille tu étais dans les 9-10 ans, vers là? 9-10 ans. Très, 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 très timide. C'est vrai? Ah, parce que c'est pas du tout la personne que tu es maintenant, du coup. Très, très, très timide. Tu ne peux même pas imaginer. Bon, c'est-à-dire que je ne sortais pas du tout non plus d'un milieu, on était dans la campagne, on ne bougeait pas du tout. On ne sortait pas du tout de notre maison. La seule sortie, c'est j'allais chez ma grand-mère qui habitait 20 km plus loin. C'est tout. Oui, La tu viens d'un famille. milieu très rural. Oui, rural et oui, modeste, très modeste. Mm. Donc non, aucune sortie et c'était alors je me souviens, la seule chose dont je me souviens vraiment et que j'aimais beaucoup, bon, j'aimais beaucoup l'école. Bon, mais ça c'est normal, j'y suis restée. Donc, là, y a pas- Oui, bah là, oui. c'était Il y a aussi une le seul cohérence moment. quelque part. C'était aussi, par contre, j'aimais bien. Moi, je me souviens à la cour de récréation, je jouais toujours aux garçons. Je jouais avec les garçons. Je jouais Ah ouais? toujours. Pourquoi? Je jouais aux billes toujours et j'ai toujours des copains garçons. Je sais Ah pas ouais. pourquoi. Mais dès que t'étais enfant, quoi. Des enfants, ouais, toujours. Ah À ouais. l'école, ça a toujours été les garçons. Mes meilleurs garçons, c'était Jérôme, c'était Didier, c'est Didier Kralfa. En plus, c'était un arabe, t'imagines, à l'époque. Ouh là là. Dans la campagne rurale. Ouais, voilà. Donc, et après, j'ai tout le temps eu beaucoup d'amis garçons. Ce qui est D'accord. amusant, c'est qu'en étant adulte, après, j'ai changé. J'ai eu beaucoup d'amis filles. Oui, c'est vrai, Mais parce que maintenant, tes amis, c'est des filles, ouais, la c'est des plupart. filles, oui. Mais j'ai eu beaucoup, pendant très longtemps, jusqu'à la vingtaine, c'était des amis garçons. Voilà, D'accord. mais amis, hein, vraiment Oui, amis, oui, bien sûr, ouais. ouais, et oui, bon, après une fille timide et puis très sérieuse à l'école, j'ai adoré ça. J'aimais ça. Bah oui, mais c'était, moi j'étais avide, il n'y avait pas beaucoup de lecture, il n'y avait pas grand-chose à la maison, donc il pouvait y avoir un livre, dès qu'il y avait quelque chose, ça c'était quelque chose C'était pour une moi. denrée rare, quoi. Ah oui, c'était bonheur, pas de télé. Et Enfin, oui, c'est arrivé quand la télé? Tu l'as eu alors, quand, toi? attends, la télé, on l'a eu en 74, j'avais 10 ans. Donc, et en plus, on la regardait pas beaucoup. J'ai regardé le samedi après-midi. Je regardais Samedi est à vous avec ma soeur. On la regardait que le samedi. On est droit que le samedi après-midi. D'accord. Avec Garcimore et Denis Fabre qui piquait ses crises de rire. C'était marrant, quoi. Et les Mystères de l'Ouest. J'adorais ça. Faudrait que je regarde d'ailleurs. Ça doit avoir mal vieilli. J'imagine avec Gordon West et Jim Gordon. Bon, là, et tu puis parles de West. choses, moi, je connais pas du tout. Hein. Ah, il faudrait que je regarde. Tiens, il faut que je trouve ça sur Internet. Je revois ça. Oui, ça doit trouver. Parce que j'adorais ça, ben voilà, il y avait que... Ça te rappellera des souvenirs. Non, mais c'est drôle parce que tu vois, on passe d'un extrême à l'autre quand on parlait justement des parents d'avant, Ouais. enfin de maintenant justement, Ouais. qui profusion d'écran et tout. Ouais. Toi, c'était l'écran. Et il y en a, ils doivent se trouver stricts quand ils interdisent le téléphone ou quand ils le Ouais, limitent à ouais. 1 heure par jour. Ouais. Toi, à l'époque, c'était une fois le samedi, quoi. Ouais. Et on regardait aussi, il y avait les dossiers de l'écran, ça, on avait le droit de regarder le film, les dossiers de l'écran, ça devait être le mardi soir ou le mercredi soir, parce que je sais qu'on n'avait pas école le jeudi à l'époque. Ah, t'avais pas école le jeudi? Ouais, alors ça commençait, ça devait être à la limite quand j'étais en primaire. Après, quand je passais en collège, c'était le mercredi, je crois. Moi, je me souviens plus. Non, on avait école le mercredi, mais c'était quand j'étais enfant. Au début, quand je suis rentrée en primaire, il n'y avait pas école le jeudi, c'est sûr. Alors Ah ouais. peut-être CM1, CM2, ça a changé. Ça devait être en CM1 que ça a dû changer. Ou CM2, je me souviens D'accord. plus. Et Ouais. est-ce que, comme papa, parce que donc ton mari, mon papa, et lui, il était en primaire, il était dans une il y avait tellement peu de gens, il vient aussi d'un milieu Ouais. très rural. Et puis elle était en classe unique, oui. Oui, c'est ça en fait, classe unique avec tous les niveaux, c'est-à-dire CP, CE1, CM1, CM2, tout dans la même classe, et parce qu'il y avait très peu d'élèves. Est-ce que c'était ton Non, cas non, aussi? non, moi j'avais une classe de niveau, hein. J'ai fait CP, CE1, CE2, etc. dans une classe avec une maîtresse à chaque fois. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, pour parler un peu de papa, est-ce que tu peux nous raconter votre rencontre? Parce que moi, je suis toujours fan de cette histoire et je suis toujours ouverte à l'entendre et je trouve qu'elle est très drôle. Vas-y, je te laisse raconter. Nous sommes rencontrés le 1er janvier 1984, hein, je n'oublierai jamais. Je sortais pas beaucoup et je vais, comment dire, je décide d'aller en boîte de nuit, puisqu'à l'époque on allait en boîte de nuit.
Et je m'habille, alors je sors, mais c'était pas la première fois, donc je savais pas trop comment il fallait faire pour sortir. C'était la première fois que tu sortais, vraiment? Ou peut-être la deux, mais oui, je crois que c'était la première sortie en boîte. À 18 ans. Ou peut-être la deuxième. Non, je crois que c'était la première. C'était la première. Première sortie en boîte. Et quelle sortie! Et donc, ma mère, j'avais juste le permis, donc j'y avais avec la voiture que me prêtent mes parents. Mais je sors et je pars comme ça. Et ma mère me dit, mais attends, tu vas quand même t'habiller un peu, parce que j'avais dû avoir un jean, même pas, un jean. À l'arrache, quoi. Ouais, et puis une chemise, voilà, c'est un peu négligé. Et bon, alors maquillée, j'avais même pas pensé à me maquiller, parce que je savais pas que ça existait. Donc je sors comme ça, et ma mère me dit, mais attends, arrête, tu vas pas sortir comme ça, c'est pas comme ça que tu vas trouver l'homme de ta vie. Et je lui dis, mais je m'en fous, moi je veux pas chercher l'homme de ma vie, moi je veux m'amuser, je pars. Donc je suis allée danser, puis il y a un jeune homme très timide qui m'invite à danser, je l'avais pas repéré, bon, on danse. Oh, bah, on sentait bien que ça se passait bien, mais petit bisou, mais vraiment à peine petit bisou, hein, un petit bisou gentil, mais il y a quand même eu un flash. Moi, j'ai eu un flash, paf, le coup de foudre. Waouh! Je suis obligée de vous le dire parce que c'est assez bizarre, ça existe. Il y a eu un flash à un moment donné, clac, aouh! Punaise, c'est incroyable. Mais bon, j'étais un peu faux folle et donc je pars. Et juste avant de partir, je pars à la voiture. Puis il y avait des amis, on était plusieurs, hein. Et il y avait ma sœur d'ailleurs. Et donc je repars à la voiture et puis juste Roger me rattrape et me dit est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? Mais il a bien fait, parce que sinon vous aviez pas de contact, quoi. Ah non, aucun contact, on ne serait pas retrouvés. Et il n'y a pas les réseaux sociaux à l'époque. Et puis donc voilà, puis après donc je suis rentrée chez moi, il m'a rappelé et puis bah, après on s'est revus et puis voilà, on s'est aimés. Donc pour une sortie où t'allais pas chercher l'homme de ta vie, tu l'as quand même trouvé. Du premier coup. C'est vraiment... Non mais c'est pour ça que j'aime bien cette histoire, parce que c'est quand même assez rare, quoi. Et puis vous êtes toujours ensemble actuellement. Et puis on s'aime toujours. Ah, c'est beau. On se dispute de temps en temps, mais on s'aime toujours. Ça va. Non. Il y a de la communication. C'est quoi quoi pour toi, à ton avis, le secret? Enfin, les secrets, j'en sais rien, mais une des bases pour qu'un couple dure, pour la longévité. Il n'y a pas de recette. Moi, c'est l'admiration. Moi, j'admire papa, il m'admire. Voilà. Ah. Et la confiance, je veux dire, confiance absolue. J'ai vraiment jamais été déçue. Il m'a jamais trompée, j'ai jamais trompé. Alors, trompée, je veux dire, je parle pas sexuellement, oui. Ça, c'est pas j'en sais rien, je veux pas savoir, mais je veux dire, on s'est jamais menti. Je crois qu'on s'est pas menti. Donc là, voilà, la base et le respect. Un respect. Je disais admiration, ça serait peut-être plutôt respect. Ok. Il n'y a pas de recette. Prenez des notes. C'est ma maman qui vous parle et qui est encore mariée avec son mari. Voilà. Et de la patience aussi. Parce qu'il y a des moments... ça fait combien? 84? Non, ça fait 34 ans que nous sommes ensemble. Donc, savoir prendre de la distance, parce que bon, c'est vrai que moi, là, je ne suis pas toujours non plus à la maison. J'ai vécu quand j'avais envie de partir, quand je voulu amener Clément en Allemagne, on était partis en Allemagne. Ah oui, d'ailleurs, oui, vas-y. Voilà, donc, je veux dire, moi, ma liberté aussi, respect, c'est respect de la liberté, respect de l'autre. Ne pas être fusionnel, nous ne sommes pas fusionnels, nous avons chacun notre univers à nous. Chacun vos amis, chacun vos passions. Nos amis, nos passions, mais on partage tout, Et on parle beaucoup. Oui, la communication finalement. Oui, oui, c'est l'Allemagne qui m'a fait tilter. Parce que quand je suis partie à l'étranger, très souvent on me posait la question, parce que je suis partie toute seule, j'étais une fille, j'étais jeune, je suis toujours jeune d'ailleurs, mais... et ils me demandaient tout le temps, mais tes parents, ils en pensent quoi et tout? Parce que quand même, c'est fou de partir comme ça, loin, dans des pays dangereux, entre guillemets. Hein. Et en fait, moi, ce que je leur répondais souvent, c'est une histoire que tu m'avais racontée, mais très vaguement, et je sais même pas la véracité de cette chose, mais je leur disais, oh, bah, vous savez, ma mère, quand elle avait 16 ans, elle est partie toute seule en Allemagne, il y avait encore le mur, et voilà. Et du coup, tu peux nous raconter un peu plus sur cette histoire? Non, mais alors, il y avait... moi, je partais en Allemagne de l'Ouest, c'est-à-dire que quand j'étais en seconde, j'avais une correspondante allemande, mes parents avaient pratiquement pas voyagé, et moi j'avais cette correspondante allemande et elle m'invitait chez elle, et j'étais même pas majeure, avec 14-15 ans, et c'est fou, à 14-15 ans. Moi on me disait à 18 ans c'est fou de venir où tu vas. Toi t'avais 14-15 ans et tu venais d'un milieu rural, je connaissais rien, et je suis partie en Allemagne, quoi. J'ai pris le train, alors le métro c'était un peu galère, je connaissais rien, je comprenais pas, mais après il y a une certaine naïveté, en demandant aux gens comment faire, on trouve. Alors c'est vrai que là, c'est le système débrouille, on se débrouille bien. Tu parlais déjà bien allemand, du coup. Alors je parlais bien allemand, j'avais appris à l'école, mais je parlais bien allemand.
finalement. Et je suis partie en train. Je suis allée chez cette copine qui est toujours mon amie, que j'ai toujours comme amie. C'est qui? C'est Christina? Zuzanne. Ah, Zuzanne. Zuzanne. Et puis ça a été la découverte là-bas quand même, parce que c'était bien. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, on ne laisserait peut-être plus partir un enfant comme ça, seul, c'est impossible, mineur tout seul, non. Oui. Mais mes parents ne savaient pas non plus, donc... si d'ailleurs, ils t'ont laissé partir, ils ont rien dit, quoi. Ils étaient inquiets, je pense. Alors, il y avait le téléphone, donc quand même, donc j'avais appelé pour dire que j'étais arrivée. Mais c'est tout. Ils savaient juste ça. Sur le trajet, c'est vrai qu'on se laisse... on n'imagine pas aujourd'hui laisser partir une jeune fille seule, sac à dos, qui n'est jamais voyagée, qui n'est jamais sortie de sa maison. Et sortir de sa campagne. Voilà, c'est juste extraordinaire. Voilà. Non, c'est pas extraordinaire. Bah si, moi je trouve que c'est assez extraordinaire. Comme il y a peu de gens qui ont fait ça, quoi. Ouais. Après, c'est vrai qu'après, je ne m'en rendais pas compte, mais à 8 ans, ou c'était à 9 ans, j'avais dit à ma mère, je veux faire du sport. Et donc, j'allais au collège à 8 ans, toute seule, dans une équipe de basket, faire du sport. Évidemment, j'étais très mal acceptée parce que j'étais la petite. Normalement, il y avait que des grandes du collège qui faisaient. Ça commençait plus tard. Ça commençait plus tard. On prenait pas à l'époque, on prenait pas les enfants de primaire. Et moi, j'avais dit, je veux y aller. Donc, ils me donnaient des petits ballons, ils s'occupaient pas de moi. Mais moi, je dis, je veux y aller. J'y suis allée. J'ai dû faire 2 ans comme ça où c'était pas rigolo. Puis après, moi, j'en ai fait au collège, mais après, j'étais bonne au collège. C'était bien. Ah oui, t'avais déjà eu un petit entraînement. Mais c'était dur. Il fallait tenir parce que j'étais rejetée, parce que je faisais pas partie des grands. Ils me connaissaient pas. Ouais, t'étais petite. Ah, et donc finalement, peut-être que j'avais du caractère. Ah bon. Et elle me disait qu'elle avait rien à raconter, hein. Et une autre chose, du coup, donc souvent, moi, on me demandait, tes parents, ils sont pas inquiets. Et d'ailleurs, je me le suis demandé, moi, parce qu'on en a pas... Enfin, on communiquait un petit peu sur WhatsApp et tout, mais pendant les 15 mois où je suis partie, on s'est très peu appelé. Enfin, je suis même pas sûre qu'on ait fait des Skype. Après, vous êtes venus me voir pour le premier de l'an en Colombie, mais... Enfin, quel était, votre ressenti? On pensait à toi, on pensait beaucoup à toi, on se posait beaucoup de questions. Moi, j'avais demandé quand même que tu nous demandes des nouvelles régulièrement, parce que c'est pas parce que tu étais loin qu'on n'était pas inquiet. Mais je peux pas dire que ce soit une inquiétude fondamentale. Je pense que le danger, si on a peur, il est partout, le danger, et que peut-être on le provoque un peu. Peut-être. Hein. Alors, je parle pas des attentats actuellement, parce que là, on a des victimes, on a des gens qui arrivent par ça. Mais si on a peur soi-même, si on n'est pas ouvert, à mon avis, on attire un peu le danger. Ouais, mais je suis d'accord, si on est négatif, on attire le négatif. Voilà. Et inversement, si on est positif... Mais moi, j'ai eu plein de superbes rencontres, mais j'avais une démarche... J'étais un peu comme quand tu disais la naïveté, Enfin, bon, c'était pas mon premier voyage, mais quand même, c'était... plein de découvertes. Je suis allée dans des pays pour la première fois, des choses que j'avais jamais vues. Et justement, dans ce cadre, je trouve que tu fais des rencontres plus intéressantes. Mais ce qui est important, c'est se dire qu'il y a toujours plein de choses à découvrir. Ah oui, ça, faut être curieux. Mais oui, mais moi, je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont refermés, qui ne regardent pas. Mais tous les jours, si on regarde, moi souvent, c'est quand j'arrive dans mon collège et qu'il y a un joli lever de soleil, ou que je rentre le soir. Mais je trouve ça beau. Alors c'est naïf, c'est... Mais c'est fou, mais moi aussi j'ai ce même... Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'avais besoin de... Il fait gris, j'avais besoin de couleurs. Je me suis acheté un bouquet de fleurs. J'ai un grand bonheur à avoir ce bouquet de fleurs sur ma table. Et c'est un bonheur. J'ai la chance de pouvoir me l'acheter, donc j'en profite. Il faut en profiter. Mais ces moments-là sont inestimables. Et alors, avec le petit-fils, ça va être encore plus beau, je crois. C'est le bouquet final. Ok, bon, on arrive à la fin de ce podcast. Je vais juste te poser une dernière question. Du coup, quels sont tes objectifs à plus ou moins long terme? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que toi, tu te projettes dans quoi? Quels sont tes objectifs futurs? Continuer à être heureuse chaque jour, comme je suis. Waouh, peace and love. Pas ma maman pour rien. Moi, je n'ai pas d'envie. L'envie, ça tue le bonheur. Ah là là, on finit sur une belle chose philosophique, j'adore. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci ma fille. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous encourage à y mettre une note de 5 sur 5 et à en parler à vos proches. Si vous voulez me soutenir sur Patreon, les dons commencent à partir de 1 €. Je mettrai tous les liens dans la bio. Et n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Instagram pour réagir à cet épisode. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. À bientôt. Tu prépares pas un petit verre d'eau? J'ai pas l'impression d'avoir grand chose à raconter, c'est ça qui m'embête. T'inquiète pas, je vais te faire pareil.
Moi aussi, j'ai le talent de faire parler les gens.